Imaginez-vous là, au cœur du col de Kasserine en Tunisie. L'air lourd, imprégné de l'odeur salée de la sueur et de la poudre fraîchement brûlée, se mêlait à l'odeur métallique de la peur. Le sol tremblait, non pas à cause d'un tremblement de terre, mais sous l'avancée inexorable des divisions de Panzer allemandes. Une force de destruction imparable qui semblait tout écraser sur son passage. Pour les Alliés, acculés et démoralisés, ce n'était pas seulement une bataille, c'était un gouffre. Une défaite ici signifierait un coup dévastateur, peut-être irréversible, pour toute la campagne d'Afrique du Nord. Et au milieu du chaos, surgit un homme improbable, à la posture voûtée et au regard perdu, qui ressemblait plus à un universitaire égaré au milieu des décombres de la guerre. Son nom, Elias Vance. Et son idée? Eh bien, elle fut accueillie par rien de moins que des éclats de rire et des regards de mépris. Une innovation si folle qu'elle semblait défier la logique militaire elle-même. Mais restée jusqu'à la fin car ce qui se produisit ensuite choqua tout le monde, changeant le cours non seulement du col de Kasserine, mais de la guerre elle-même. L'année était 1943, et l'Afrique du Nord était devenue un véritable chaudron de stratégies et de sacrifices. Les forces alliées, menées par les Américains et les Britanniques, faisaient face à l'impitoyable Afrika Korps de Rommel. Le col de Kasserine, une brèche stratégique dans les montagnes de l'Atlas, était le point névralgique. Celui qui le contrôlerait aurait accès à de vastes plaines et à des ports vitaux. Or, les Allemands s'étaient révélés maîtres de la guerre du désert, et leurs chars, notamment les Panzers, étaient de redoutables machines de guerre manœuvrant avec une vitesse et une précision que les troupes alliées n'avaient pas encore réussi à égaler. Le problème était criant et mortel. Les tactiques conventionnelles des Alliés, axées sur des confrontations directes et des lignes de défense statiques, étaient inefficaces contre la blitzkrieg allemande. Les Panzers traversèrent les défenses avec une facilité alarmante, causant des pertes massives et une panique généralisée. Chaque jour était un compte à rebours vers l'anéantissement. Les généraux se débattaient, cherchant désespérément un moyen d'arrêter l'avancée allemande, mais les solutions classiques échouaient, les unes après les autres, laissant derrière elles une traînée de destruction et de désespoir. Le moral était en lambeaux, et l'ombre de la défaite planait lourdement sur le désert tunisien. Dans ce scénario de désespoir, au milieu d'officiers de carrière et de stratèges aguerris par la bataille, se trouvait l'ingénieur Elias Vance. Il n'était pas un militaire de carrière, ni un stratège de renom. Elias était par essence un homme de chiffres et de calculs, un ingénieur civil qui, avant la guerre, dédiait sa vie à des projets d'infrastructure au sein d'une quelconque bureaucratie gouvernementale. Ses lunettes à monture fine et sa tendance à se perdre dans ses pensées le rendaient étranger à cet environnement de poussière et de balles. Il n'avait pas la voix tonitruante d'un commandant, ni l'imposante stature physique d'un sergent. Son titre le plus formel était un diplôme d'ingénieur et non un brevet de tactique de combat. Mais Elias possédait quelque chose que beaucoup avaient perdu là-bas, une vision dégagée des dogmes militaires. Il voyait le problème non pas comme une défaillance tactique à corriger par plus de force brute, mais comme un défi d'ingénierie. Tandis que d'autres se concentraient sur l'endroit où positionner plus de chars ou d'artillerie, Elias observait la vulnérabilité des Panzers par rapport au terrain, à leur vitesse et à leur itinéraire. Il voyait le col de Kasserine non seulement comme un champ de bataille, mais comme un système complexe qui pouvait être manipulé. C'est cette perspective inhabituelle qui le mena à une idée qui, à première vue, semblait pure folie. Sa proposition était simple mais radicale. Un réseau de bombes tubulaires, une barrière de tubes métalliques remplie d'explosifs, interconnectés et enterrés stratégiquement pour être déclenchés en séquence. L'idée était de créer un champ de mines dynamiques, un piège qui n'attendait pas l'ennemi, mais l'attirait dans une embuscade contrôlée. Lorsqu'il présenta cette solution au commandant, le silence initial fut rapidement remplacé par des rires et du sarcasme. « Un ingénieur en pont croit qu'il peut arrêter des panzers avec des tuyaux d'égout explosifs ?» se moqua un colonel. « C'est une mauvaise blague, Vance. Retournez à vos plans et laissez la guerre à ceux qui s'y connaissent. » Elias Vance fut traité de fou, d'excentrique, d'universitaire la tête dans les nuages. Mais malgré le scepticisme accablant, le rejet et les humiliations, Elias savait avec une certitude froide et inébranlable que son idée n'était pas seulement viable, mais la seule espérance. Il devait prouver que la folie, parfois, n'est que du génie qui n'a pas encore été compris. Et le temps pressait.
Mais Elias Vance n'était pas homme à abandonner. Le rejet des commandants, les regards moqueurs, l'étiquette de fou, tout cela ne faisait que solidifier sa conviction. Il savait que le temps était un luxe que les Alliés ne pouvaient se permettre. Pendant que les généraux débattaient dans des tentes poussiéreuses, les panzers de Rommel avançaient. Vance avait besoin de matériaux, mais personne ne lui en donnerait. Il avait besoin de main-d'œuvre, mais personne ne voulait être associé à l'ingénieur fou. Alors, il décida qu'il ferait tout seul, ou avec l'aide de ceux qui étaient prêts à parier sur son délire. Les jours et les nuits se confondirent dans un tourbillon d'efforts surhumains. Vance parcourait le champ de bataille après les affrontements, tel un fantôme parmi les débris. Il cherchait tout ce qui pouvait être utile. Des tubes métalliques rouillés de vieilles structures, des fils électriques improvisés provenant de véhicules endommagés, des détonateurs rudimentaires issus de munitions non utilisées, et même de la poudre extraite avec soin de pièges allemands désactivés. Chaque morceau de ferraille était un trésor, un fragment d'espoir. Avec un chalumeau de soudage improvisé qu'il avait réussi à emprunter dans un atelier de campagne et des outils de base, il commença à assembler son réseau de bombes tubulaires. L'idée était simple dans son exécution, mais révolutionnaire dans son concept. Vance prévoyait d'enterrer les tubes en ligne transversale le long des routes probables d'avancée des panzers. À l'intérieur de chaque tube, une charge explosive connectée par des fils à un système de détonation séquentielle. Ce ne serait pas un champ de mine statique, mais un piège actif, déclenché par des observateurs postés à des endroits stratégiques. L'objectif était de créer une vague d'explosion qui non seulement endommagerait les chars, mais les désorienterait, les forcerait à s'arrêter ou à changer de route, les exposant ainsi au feu anti-char allié. C'était une symphonie de destruction planifiée, où chaque note, chaque explosion serait un coup porté à l'avancée ennemie. Il travaillait fiévreusement sous le soleil brûlant du désert et le froid mordant des nuits, souvent seul, creusant des tranchées peu profondes et connectant les tubes avec la précision obsessionnelle d'un horloger. Le risque était immense. Manipuler des explosifs improvisés, sous la menace constante des attaques ennemies, était une danse avec la mort. Il y eut des moments de désespoir quand les fils se cassaient, les détonateurs échouaient, ou la soudure ne tenait pas. Mais à chaque échec, Vance apprenait, s'adaptait, améliorait. Il n'avait pas de manuel, seulement son intuition et une foi inébranlable dans ses calculs. Quelques soldats, jeunes et désillusionnés par les tactiques conventionnelles, commencèrent à se rapprocher, intrigués par cette silhouette solitaire et son étrange entreprise. C'étaient des marginaux, des désespérés, et ils voyaient en Vance une dernière chance. Ils offrirent leur aide pour creuser, pour transporter les matériaux, pour monter la garde. L'opposition, cependant, ne venait pas seulement du scepticisme des officiers. Les limitations techniques étaient brutales. Comment garantir la détonation séquentielle sur un champ aussi vaste? Comment protéger les fils du sable et des bombardements? Comment synchroniser les explosions avec l'avancée ennemie sans exposer ses propres observateurs? Chaque pas était une énigme mortelle. Un major, en voyant Vance et son petit groupe de collaborateurs travailler sur leur projet lunatique, menaça de les arrêter pour insubordination et détournement de ressources. Vance, je vous préviens une dernière fois. Concentrez-vous sur ce qui est réel, pas sur vos fantasmes explosifs. Si vous continuez avec cette folie, vous finirez devant la cour martiale, tonna le major, le visage rouge de fureur et d'exaspération. La pression du temps était l'ennemi le plus implacable. Les rapports des renseignements indiquaient que la prochaine grande attaque de Panzer était imminente. Elias Vance devait prouver sa folie avant que le col de Kasserine ne devienne le tombeau de milliers d'alliés. Il savait qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Le réseau devait fonctionner et il devait fonctionner maintenant. La menace de la cour martiale planait sur Elias Vance comme l'épée de Damoclès, mais elle ne le brisa pas. Au contraire, elle alluma une flamme encore plus intense dans ses yeux fatigués. Les mots du major, remplis de sarcasme et d'autorité, résonnaient dans le désert, mais pour Vance, ce n'était que du bruit. « Ils ne comprennent pas », murmura-t-il à son petit groupe de volontaires, tandis que le major s'éloignait en soufflant. « Ils n'ont pas besoin de comprendre. Ils ont juste besoin que cela fonctionne. » Sa détermination était un phare dans l'obscurité du scepticisme. Il savait que la seule façon de faire taire les critiques était par les résultats, et ces résultats étaient sur le point d'être forgés dans le feu de la bataille. Il n'y avait pas de temps pour les discussions ni pour les excuses. Le seul langage qui importait maintenant était celui de l'action. Les heures suivantes furent une frénésie d'activité. Sous le manteau de la nuit,
qui offrait une certaine protection contre les observateurs ennemis et ironiquement contre les alliés eux-mêmes. Vance et son équipe travaillèrent sans relâche. Chaque tube fut soigneusement enterré, chaque fil méticuleusement connecté. Le sable, autrefois un tourment, devint leur allié, camouflant le réseau complexe qui s'étendait sur des kilomètres le long des routes d'avancée les plus probables. À chaque joint soudé, à chaque détonateur positionné, Vance sentait le réseau prendre vie, une toile invisible de destruction attendant d'être activée. Il n'était pas un général déplaçant des pièces sur une carte, mais un chef d'orchestre dirigeant une symphonie d'explosions. Les quelques soldats qui l'aidaient, des hommes qui avaient été rétrogradés, marginalisés ou simplement oubliés, voyaient en Vance non pas un fou, mais un leader avec une vision, un dernier espoir. Ils faisaient plus confiance à cet ingénieur aux fines lunettes qu'à n'importe quel officier de haut rang. La tension était palpable. La radio de campagne, maintenue à un volume minimal, crépitait de rapports alarmants. Les panzers se regroupaient, l'attaque était imminente. Le son lointain de moteurs lourds commença à résonner dans le désert, augmentant en intensité, comme le battement de cœur d'un géant qui approchait. Vance positionna ses observateurs à des points stratégiques, chacun avec une radio et un détonateur manuel. L'instruction claire, attendre le signal, attendre le bon moment. Il prit lui-même une position élevée, avec une paire de jumelles poussiéreuses, le vent fouettant son visage, les yeux fixés sur la ligne d'horizon, où l'obscurité de la nuit commençait à céder la place au gris pâle de l'aube. Le lever du soleil n'apporterait pas la lumière, mais le feu. Et puis, ils surgirent. D'abord seulement des silhouettes lointaines, puis des formes robustes et menaçantes. Une avant-garde de panzer, menée par un char lourd, avançait avec une arrogance silencieuse, leurs canons pointés vers l'avant, indifférents à ce qui les attendait. Le sol commença à trembler sous le poids des machines de guerre, l'air devint dense avec l'odeur du diesel et l'attente de la mort. Le cœur de Vance battait fort, mais son esprit était froid, calculateur. Il attendit, les doigts serrant le détonateur, la gorge sèche. « Plus près », murmura-t-il pour lui-même, « laissez-les s'approcher davantage. » Il fallait qu'ils soient exactement au bon endroit, au cœur de la toile qu'il avait tissée. Le premier panzer franchit la ligne invisible. Vance prit une profonde inspiration et avec un cri étouffé à la radio, suivi d'un clic décisif, le désert explosa. La terre s'ouvrit dans une éruption de feu et de fumée, non pas en un seul point, mais en une séquence comme un éclair qui déchirait le sol. Le panzer de tête fut projeté en l'air comme un jouet, sa chenille détruite, sa tourelle tournant de manière incontrôlable. Mais le réseau ne se contenta pas d'une seule cible. Les explosions continuèrent en cascade, engouffrant d'autres chars qui suivaient juste derrière, les aveuglant, les désorientant, transformant la formation ennemie en un chaos fumant. Le rugissement des moteurs se mêla aux cris de panique et au bruit métallique des véhicules qui s'entrechoquaient. La folie de Vance venait de montrer sa première, dévastatrice, face. Et ce n'était que le commencement. La folie de Vance venait de montrer sa première, dévastatrice, face. Et ce n'était que le commencement. La série d'explosions réverbéra à travers le col de Kasserine, non pas comme un coup de tonnerre unique, mais comme une symphonie macabre de détonations séquentielles, déchirant la terre et l'air. Le panzer de tête, désormais une carcasse tordue en flammes, n'était que le premier. Les chars allemands qui suivaient, pris au dépourvu, furent projetés dans la panique. La fumée noire et dense montait vers le ciel, se mêlant à la poussière soulevée par les détonations, créant un rideau de chaos qui engouffrait l'avant-garde ennemie. Les panzers, autrefois machines d'une précision implacable, étaient maintenant des cibles aveugles, leurs canons tirant de manière incontrôlée, tandis que les conducteurs tentaient désespérément d'éviter l'enfer qui s'ouvrait sous leurs chenilles. Certains chars entrèrent en collision les uns avec les autres, dans l'obscurité artificielle. D'autres tombèrent dans les cratères fraîchement ouverts, leurs chenilles se débattant dans l'air avant de se taire pour toujours. Depuis les positions alliées, la vision était celle d'une stupeur totale. Les soldats, qui quelques minutes auparavant attendaient l'assaut final avec la résignation de la défaite, observaient maintenant la scène avec un mélange d'incrédulité et d'euphorie. La radio de Vance, qui auparavant ne transmettait que les ordres sceptiques des commandants, recevait maintenant des messages sidérés. « Vance, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Je répète, qu'est-ce que c'était ?» cria une voix qui semblait appartenir au major qui l'avait menacé de la cour martiale. Elias, les jumelles toujours collées à ses yeux,
ne détourna pas le regard. Sa voix, calme et ferme, coupa le crépitement de la radio. « Le réseau, monsieur. Il est opérationnel. » Et chaque fois qu'un Panzer tentait de trouver une autre voie, une nouvelle section du réseau de bombes tubulaires était activée, transformant le champ de bataille en un jeu mortel du chat et de la souris, où les souris, à leur grande surprise, étaient les Panzers autrefois invincibles. Vance, avec un sang-froid qui frisait le surnaturel, continuait d'orchestrer la destruction. Il ne tirait pas un seul coup de feu, mais ses doigts sur le détonateur étaient plus létaux que n'importe quelle arme. Observateur 3, cible à la coordonnée Delta 7. Activez la section 2, donnait-il l'ordre, et quelques secondes plus tard, une autre explosion déchirait le désert. Les Panzers furent contraints de se disperser, d'abandonner leur formation cohérente, devenant des cibles faciles pour les quelques unités anti-chars alliées qui étaient encore en position et qui tirèrent maintenant avec une ferveur renouvelée. La « tactique Vance », comme certains commençaient à murmurer, ne détruisait pas seulement les chars, elle démantelait le moral ennemi, transformant la Blitzkrieg en un piège lent et agonisant. L'avancée allemande, auparavant une rivière impétueuse, était maintenant un ruisseau fragmenté, dévié et contenu par une barrière invisible. La nouvelle de ce succès inattendu commença à se répandre comme une traînée de poudre parmi les troupes. Le moral allié, qui était en lambeaux, remonta en flèche. Les soldats, qui auparavant voyaient l'ingénieur Vance comme un fou, le regardèrent maintenant avec un respect presque révérencieux. Cet homme, qui ne portait pas les insignes d'un général, avait fait ce qu'aucune tactique conventionnelle n'avait réussi, arrêter l'avancée implacable des Panzers au col de Kasserine. En quelques heures, l'avant-garde allemande avait été non seulement stoppée, mais pulvérisée. On estime que lors de cette première confrontation dévastatrice, le réseau de Vance a désactivé ou détruit plus d'une douzaine de Panzers, forçant le reste à une retraite désordonnée et coûteuse. Les pertes alliées, qui devaient être catastrophiques, furent considérablement moindres que tout scénario prévu. Le major, qui avait auparavant menacé Vance de la cour martiale, s'approcha maintenant avec une radio à la main et un regard qui mêlait choc et admiration. « Vance, commença-t-il, la voix un ton plus bas que d'habitude, le général Montgomery veut vous parler, tout de suite. » L'incrédulité était palpable. L'ingénieur Elias Vance, l'universitaire perdu, le fou, était sur le point de s'entretenir avec l'un des commandants alliés les plus renommés, tout cela grâce à son réseau de bombes tubulaires. La guerre au col de Kasserine avait été bouleversée, et le nom de Vance, autrefois synonyme de dérision, était maintenant la seule espérance de victoire. Mais l'Africa Corps n'était pas du genre à abandonner facilement. Il reviendrait, et Vance savait qu'il aurait besoin de plus qu'un seul réseau pour changer le cours de la guerre. La véritable preuve de sa folie ne faisait que commencer, et le désert recelait encore bien des secrets et des dangers pour ceux qui osaient se défier les conventions. La folie de Vance venait de montrer sa première dévastatrice face. Et ce n'était que le commencement. La voix du major, autrefois empreinte de fureur, tremblait maintenant d'un mélange de choc et de ce qui s'apparentait au respect. « Vance, le général Montgomery veut vous parler. Tout de suite. » La phrase résonna dans la radio, un portail abrupt entre le chaos de la bataille et le sommet du commandement militaire. Elias, encore imprégné de l'odeur de poudre et de métal brûlé, ressentit un frisson. Ce n'était pas la peur, mais le vertige de la responsabilité qui pesait soudain sur ses épaules. Le universitaire perdu était sur le point de faire face au Field Marshal, l'un des stratèges alliés les plus astucieux et implacables. La conversation, menée par une radio de campagne pleine d'interférences, fut tendue et directe. Montgomery, connu pour sa perspicacité et son scepticisme, n'épargna pas Vance de questions incisives, exigeant des détails techniques et des preuves irréfutables. « Ingénieur Vance, vos rapports sont inhabituels. Expliquez-moi en termes qu'un général puisse comprendre comment une poignée de tuyaux et de fils de fer a réussi à stopper une avant-garde de Panzer. » Vance, avec son calme caractéristique, décrivit le réseau, les principes de détonation séquentielle, la logique de désorientation et la tactique d'embuscade contrôlée. Il n'utilisa pas de jargon militaire, mais le langage précis de l'ingénierie. Le silence de l'autre côté de la ligne était lourd, presque palpable. Finalement, la voix de Montgomery, plus grave, mais avec une note de reconnaissance, coupa l'air. « Vance, j'envoie une équipe d'ingénieurs pour inspecter votre invention. Si ce que vous dites est vrai,
Je veux 500 de ces réseaux de bombes tubulaires opérationnels en une semaine. Vous avez carte blanche pour réquisitionner ce dont vous avez besoin. Et si vous échouez, la cour martiale sera le moindre de vos problèmes. La menace était toujours là, mais elle était maintenant accompagnée d'une opportunité monumentale. Le col de Kasserine, autrefois symbole de défaite imminente, commença à se transformer en un laboratoire de guerre pour Elias Vance. L'équipe d'ingénieurs envoyée par Montgomery, initialement sceptique et réticente, fut rapidement impressionnée par l'efficacité brutale de la tactique Vance. Les rapports de terrain étaient indéniables. Les Panzers, qui avançaient auparavant en toute impunité, hésitaient maintenant, leur commandant confus par les pertes inexplicables et la désorganisation de leur formation. Le réseau de Vance n'était pas seulement une arme défensive, c'était une arme psychologique, semant le doute et la peur dans l'esprit des ennemis. Mais l'ordre de Montgomery de 500 réseaux en une semaine était un défi herculéen. Vance avait désormais l'autorité, mais les ressources étaient encore rares et le temps, un ennemi implacable. Il se retrouva à diriger non plus un petit groupe de marginaux, mais des centaines de soldats et d'ingénieurs, dont beaucoup le voyaient encore avec méfiance, mais obéissaient par ordre supérieur. La logistique était un cauchemar. Trouver suffisamment de tubes métalliques, adapter des explosifs, fabriquer des détonateurs fiables à grande échelle. Vance dormait peu d'heures, courant entre les fronts de travail, supervisant, enseignant, improvisant. Il transforma des dépôts abandonnés en ateliers de fortune, utilisant de la ferraille de véhicules détruits, des tuyaux d'eau rouillés et même des mines allemandes désactivées comme matière première. Les Allemands, de leur côté, ne tardèrent pas à réagir. Les renseignements de Rommel étaient vifs, et ils comprirent vite que les anomalies sur le champ de bataille n'étaient pas aléatoires. Ils commenceurs à envoyer des équipes de reconnaissance spécialisées pour identifier et désactiver les réseaux. Vance dut innover à nouveau. Il développa des systèmes de leurres et des pièges secondaires, rendant la désactivation des réseaux un risque encore plus grand. Parfois, les Allemands tentaient de contourner les zones protégées, mais Vance, avec son intuition presque prophétique pour les itinéraires ennemis, avait déjà planté de nouveaux réseaux à des endroits stratégiques, transformant chaque mouvement ennemi en un pas vers une nouvelle embuscade. Chaque jour qui passait, la tactique Vance devenait plus sophistiquée, plus létale. Ce n'était pas seulement un réseau, c'était une philosophie de combat, un système qui transformait le paysage lui-même en un allié mortel. Les Panzers, autrefois la terreur du désert, se déplaçaient maintenant avec prudence, leurs commandants divisés entre l'avancée et la préservation de leurs précieuses machines. Le col de Kasserine, qui semblait condamné, était défendu non par la force brute, mais par le génie discret d'un ingénieur. La marée était en train de tourner, et Elias Vance, le fou, était au centre de ce revirement, prouvant que les meilleures idées, les plus salvatrices, naissent souvent là où on s'y attend le moins, au milieu du chaos et du désespoir, défiant toutes les conventions. Et l'impact de cette folie était encore loin d'être totalement compris. La tactique Vance n'a pas seulement contenu l'avancée allemande à Kasserine, elle l'a inversée. Après des semaines de combats acharnés, où chaque avancée de Panzer était accueillie par un nouveau réseau imprévisible, les divisions de Rommel furent contraintes à une retraite stratégique avec des pertes significatives et le moral ébranlé. L'ingéniosité de Vance avait coûté aux Allemands non seulement des centaines de véhicules et des milliers de vies, mais l'initiative vitale en Afrique du Nord. Le général Montgomery, autrefois sceptique, le louait maintenant ouvertement. Et le réseau de bombes tubulaires fut rapidement étudié et reproduit, adapté à d'autres fronts de bataille, sauvant d'innombrables vies alliées tout au long du conflit. L'histoire murmure que même des généraux comme Eisenhower prirent connaissance de la folie qui devint le salut de Kasserine. Après la victoire en Afrique du Nord et la fin de la guerre, l'ingénieur Elias Vance disparut aussi discrètement qu'il était apparu. Il ne chercha pas la gloire, refusa les grandes distinctions militaires et retourna à sa vie civile, probablement dans un bureau d'une quelconque bureaucratie, se consacrant à nouveau à des projets d'infrastructure. Il était le héros improbable qui ne désirait pas être rappelé, mais seulement avoir fait sa part. Son invention, bien que cruciale, resta en grande partie un secret de terrain, une tactique brutalement efficace qui ne rentrait pas dans les manuels de guerre conventionnels, une note de bas de page dans la grande tapisserie de l'histoire militaire. Mais la leçon de sa vie résonne puissamment jusqu'à aujourd'hui. Le génie peut surgir dans les endroits les plus inattendus, souvent déguisé en folie.
La persévérance triomphe du scepticisme le plus enraciné. Des solutions simples entre les bonnes mains ont le pouvoir de démanteler la complexité la plus imposante. L'histoire d'Elias Vance est un témoignage du fait que la vraie victoire réside non seulement dans la force brute, mais dans le courage de penser différemment, dans la capacité de voir l'extraordinaire dans l'ordinaire et dans la foi inébranlable en une idée aussi folle qu'elle puisse paraître. Que son histoire nous inspire à chercher des solutions là où d'autres ne voient que des obstacles et à ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un esprit innovant.